bienvenue à Alt F4, Ben oui, un podcast pour les amateurs de jeux vidéo et de leur musique, ouais. Un podcast sans prétention. sans prétention, Non, bien sûr. c'est ça. Ouais, ça c'est la première chose à savoir. Je m'appelle Pidge. Bon, moi, je m'appelle Max. Ouais. Ouais. On est des amateurs de musique et de jeux vidéo depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Deux amis de longue date Ouais. aussi. Comme on s'est rencontrés d'ailleurs au travers de musique et jeux vidéo, parce que j'allais chez Pidge jouer du piano. Puis là, je dis, hey, regarde, je peux jouer des tunes de Final Fantasy. Puis là, lui aussi, il le faisait. Ça a été le début d'une grande histoire C'est d'amour. une longue histoire, même Ouais. si sa mère n'était pas tant d'accord au début. C'est correct. Ce grand de 15 ans. Un polyamour entre nous et la musique de jeux vidéo. Exactement. Ouais. Exactement. Ça fait que, c'est ça. On va faire de façon. Si vous voulez avoir un podcast professionnel et de qualité qui savent de qu'est-ce qu'ils font, ce n'est pas nous. C'est très ce que j'allais dire. Ce n'est Vous pas êtes nous. Pas à la bonne Vous êtes place. pas Vous à êtes la pas bonne à la bonne place. place Ouais. du tout. Non. Extrêmement amateur. On va Ouais. faire tout ça comme ça. Et puis, c'est ça. Ça va être très libre. Évidemment, nous étant dans la trentaine tous les deux, on a évidemment beaucoup de jeux vidéo dont on va vous parler de façon nostalgique. N'est-ce pas? Parce que c'est une grande partie de ce qui marche beaucoup, la nostalgie. Ça, c'est Ouais, quand même super important dans tout ça. C'est pas mal ce qui vend en ce moment avec tous les remakes de tous les jeux que vous avez jamais voulu avoir. Exact. Je suis le premier à les acheter. Ouais, moi j'ai fait. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles le jeu de NES que c'est 120 jeux en un, là. Au NES? Au NES, non, c'était genre, t'avais genre 46 fois le jeu de cirque, là. Moi j'ai hâte à ce remake-là. Qu'ils fassent un remake du jeu de cirque. Des 120 jeux en fait. Parce qu'il y avait tout le temps un ami qui avait la cassette. Hey, j'ai plein de jeux dans un jeu. Puis t'es genre, ouais, c'est cool ça. Puis là, quand tu changeais de page, c'était tout le temps les mêmes noms qui revenaient. Genre, c'était Circus 1, Circus 2, Circus 3, mais c'était tout le temps le même jeu. OK. Ouais, c'était très poche. Très, très poche. Mais, on va aller. On essaie de pas de pas faire des épisodes par jeu. C'est comme un peu notre gamique pour l'instant. Oui. On le garde dans notre poche. On On va pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais on va essayer d'aller dans des gamiques funky. On va aller chercher... on ne spoilerait rien. On a des idées, mais on va aller à des places un peu flyées. Il va sans doute avoir des thématiques un peu de temps en temps aussi. Là. Exact, ouais. C'est assez facile quand même, ce concept-là. Il marche extrêmement bien. On va aussi... on parlait de nostalgie. Évidemment, ça, c'est donc beaucoup de vieux jeux qui vont fonctionner. On va aussi aborder des jeux plus récents. C'est sûr que beaucoup des jeux auxquels on a joué. Moins de jeux que je pourrais parler vraiment longtemps de... Il y a certains jeux que je connais la musique puis pas tant le jeu, là, mais bon. Puis aussi des jeux indie. Ça, on est amateur de jeux indie. Toi et moi, on joue pas beaucoup à des gros AAA. Fait que je pourrais sans doute pas vous parler de la musique du dernier Assassin's Creed. Non, c'est correct. Je pourrais aller la voir sur YouTube, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu notre niche aussi, là, oui. Hormis les roguelikes, qu'on pourrait parler très longuement, mais je te dirais que tous les jeux indie, c'est pas mal plus notre forté en ce moment. Mais moi, au contraire de toi, en fait, il y a beaucoup de jeux que j'ai jamais joué, mais que je connais la musique, là, comme des airs que je pourrais dire, hey, ça vient de ce jeu-là. Mais admettons, hier, j'écoutais la OST de Silent Hill 2, que j'ai jamais joué. Silent Hill 1. Puis la tune thème, je veux dire, je l'ai reconnu tout de suite. Je disais, mais aussi, tu sais, comme il y a beaucoup de tunes qui sont très mimées, fait que... Oui. Ça, c'est grâce à l'époque dans laquelle on vit, ça change notre relation à beaucoup de musique de jeux vidéo. Genre, en tout cas, Undertale, par exemple. C'est exactement ce que j'allais... En fait, j'allais dire Earthbound, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est Undertale. C'est comme on l'a tous entendu, la soundtrack. En fait, surprenamment, même, il y a clairement des gens qui ne jouent pas à des jeux vidéo qui connaîtraient des tunes. Fait que, c'est beaucoup, clairement. Là. Il y en a beaucoup qui sont sur TikTok, que ça s'appelle. Mais je connais pas beaucoup ça. L'affaire qui s'appelle TikTok.
Fait que ben c'est pas mal ça. On va y aller de façon un petit peu aléatoire, pas vraiment de règles. Là. On s'en. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Fait que avais-tu quelque chose à rajouter ou on continue? Non, mais c'est ça pour aujourd'hui. Ce qu'on s'était dit, vu qu'on voulait faire une espèce de. On l'appelle ça le pilote. C'est pas vraiment un pilote parce que ça va être plus un épisode officiel. On voulait juste faire un petit tour dans la nostalgie, justement. La nostalgie de la nostalgie. On voulait parler peut-être de soundtrack ou de jeux qui nous ont plus marqués, qui viennent plus nous chercher. Que justement, avant de se connaître, on a joué à des jeux différents. Oui. Puis après, depuis qu'on se connaît, ben, on joue carrément au même jeu très souvent. Je veux dire, On connaît nos types et on sait si un jeu qu'on joue, on se dit l'autre va sans doute aimer ça. Ouais, c'est ça. On se partage beaucoup ça. Et la musique aussi, on s'en parle absolument tout le temps dans les jeux qu'on se partage. Le classique, c'est me connecter sur Steam puis voir Pitch jouer à un jeu et l'acheter. C'est ça, le classique. Ouais, Il y en a quelques-uns que je me suis fait rembourser. Ça, c'est une de mes gamiques. Jouer 5 minutes, me faire rembourser. Là, mais... Moi, ma gimmick, c'est pas loin de ça, mais c'est voir 100% des jeux que Steam me recommande. J'ai un ami qui a déjà joué. Et c'est Maxime. Ouais, des fois, il est dans le fond de ma collection. J'ai joué 2 heures. C'est ma honte. Fait que c'est ça. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, on se disait qu'on allait juste faire un petit tour avec des extraits, bien sûr, parce que... De ce qui nous... Ce qui nous plaît, ouais. qui nous ont marqué, puis juste qu'on aime beaucoup, que... Ouais, c'est ça. Fait que, des fois, une soundtrack en particulier, des fois, juste parler d'un jeu, et puis ils vont évidemment avoir une toune à chaque, ouais, exactement, à chaque exemple, sans doute. Et même que, étonnamment, on a une série en commun. On a essayé d'éviter ça, mais c'est vraiment difficile pour cette série-là. Étonnamment, mais c'est pas tellement étonnant. Non, c'est ça. C'est quand même, le jeu est très bon, la soundtrack est excellente, donc... écoute, tu veux-tu commencer? Je vais briser la glace. C'est ça que j'allais dire. Tu veux-tu que je brise la glace? Ça va me faire vraiment plaisir. Tu veux-tu on écoute la tune puis t'en parles après? Ou Regardez, je vais commencer. Je vais en parler puis tu peux mettre la tune en traitant. Tu me le diras. Ouais. Donc, moi j'ai grandi avec un NES, un Nintendo. Ma première console de toute ma vie. Puis j'avais des doux souvenirs d'aller chez mon cousin jouer au fameux jeu River City Ransom. Pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est un beat 'em up, puis étonnamment un open world aussi, parce tu pouvais aller partout dans la ville, péter à gueule à du monde. Basically, c'était ça le jeu. Tu pouvais aller manger au restaurant pour gagner des stats aussi, ça je me rappelle de ça. Puis ça m'a fait penser un peu au jeu de NES, que beaucoup de musiques de NES sont très répétitives, puis sont très courtes. Puis je me demandais justement hier en regardant ça, les limitations de cette console-là, c'était quoi? Pour finalement réaliser, c'est ça qu'on a affaire avec... Dans le fond, pour la NES, il y avait 5 canaux, dont un qui servait à rien, entre guillemets. On avait 2 canaux que c'est, je vais dire en bon anglais, des square wave, des signaux carrés. On avait un channel évidemment pour du white noise qui faisait tout le temps le drum. Un pour le signal triangulaire qui est aussi appelé triangle wave. Puis le dernier, je vous l'évite, c'est juste un dernier channel. En gros, ce que ça faisait, c'est que, je sais pas si on se rappelle des jeux de NES, quand il y avait trop de sons en même temps, ça coupait la musique. C'est justement, ça montrait la limitation de 5 canaux de musique. Puis je trouve que ce qui est vraiment épatant dans tous les jeux de NES qui ont de la bonne musique, c'est que ces compositeurs-là, ça a dû être vraiment tough de travailler avec juste 4 instruments pour faire une tune enlevante. Parce que j'ai commencé par écouter la musique de Metroid, puis tu sais que c'est très bon la musique de Metroid, mais tu sais c'est un des premiers jeux qui est sorti, puis tu sais c'est très basique, puis c'est des lots pour minutes là. Fait que on n'avait pas dans la complexité vraiment. Puis là tu peux partir la fameuse chanson Boss Battle 2. Avant, je vais juste rajouter un truc sur les waves. C'est comme ça sonne comme n'importe quoi, mais en entendant, tout le monde va comprendre c'est quoi. Et les square waves à l'oreille sont un petit peu plus durs que les waves triangles. Ouais. C'est un son, les triangles, c'est un son un petit peu plus doux à l'oreille. Ouais. C'est pas tout à fait le même, mais si on vous les séparait, ce serait bien. On le voit, c'est quoi. On l'entend tout de suite, c'est quoi la différence. Un bon exemple, c'est que je pense que souvent les triangle waves, sauf si je me trompe, bien sûr, je prétends pas connaître ça à 100%, c'était souvent la basse dans les tunes. Tandis que les square waves, vu que c'est plus des tonalités
pinçante, Ouais. faisait souvent les leads. Ouais. C'est ça. Ça ressort beaucoup du lot. Ouais, exact, c'est ça. Ok, fait, je vais la mettre. Donc, t'as dit le nom. Ouais, c'est ça. C'est Boss Battle 2, il me semble le nom. Bah, de toute façon. Hein. La fameuse chanson, après avoir mangé ton curry, là, Ouais. tu allais te battre contre un d'autre qui fait 3 fois ta taille. Ça sonne pas dans les années 80. Beaucoup, très. C'est comme on disait tantôt, moi je rentre dans une soirée puis ça joue. Là. Moi je suis sur le dance floor direct, là, c'est sûr. Là. J'ai déjà en train d'enlever mon chandail Oui. sur le dance floor. C'est ça qui est comme un peu étonnant aussi parce que on fait affaire, comme je disais, avec basically 4 channels, 4 canaux de musique, Ouais. 4 canaux d'instruments. Puis on réussit quand même à remplir comme la soundtrack en bout de ligne. Là, on fait pas affaire à, justement, puis comme je réitère, je veux pas taper sur un clou, certaines OST qui sont comme plus tranquillou. La tune de Mario, tout le monde la connaît, mais c'est comme basically 2 instruments. Là, Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ce serait doubler d'un souvenir de gaming aussi, mais très bonne soundtrack overall. Ça fait partie de tout ça. Hein? Ouais. C'est très associé à des souvenirs, puis souvent à des bons souvenirs évidemment qu'on a. Là. C'est d'où la nostalgie dont on parlait. Puis c'est le compositeur Kazuo Sawa. Parce qu'on va aussi dire les compositeurs, je pense que c'est important, ils n'ont pas le mérite qu'ils ont dans la majorité de... Pas tous, là, il y en a qui l'ont. Il y en a, oui, tu sais, je veux dire, je veux pas divulgacher, mais il y en a qui l'ont. Donc Kazuo Sawa qui a fait toutes les bandes sonores de toutes les... River City Ransom qu'il y a eu. Parce qu'il y a aussi River City Friends, je sais plus quoi, plein de consoles bizarres. Puis le dernier jeu, c'est un jeu de sel, évidemment. Là, ça va arriver souvent, là, que les derniers jeux d'une série qui est comme un peu désuète, c'est rendu un jeu de sel. C'est devenu un jeu de sel, ouais. Avec un vieux jeu de même, en plus. Non, c'est ça. Avant de continuer, je veux rajouter que River City Ransom, c'est rare les gens que je connais qui ont déjà joué à ça. Moi, c'est mon frère avait ce jeu-là au NES. OK. Puis j'ai joué, je sais pas si j'étais très jeune à l'époque, je sais pas si je me suis déjà rendu à un boss pour entendre cette tune-là. Ouais. Mais j'ai joué, c'était comme un peu l'ancêtre de Street Fighter, dans le fond. Là. Ouais, des Fist of Fury de ce monde, tous les beat-em up qu'il y a eu. Là. Oui. Le jeu des Tortues Ninja. Si on veut un autre bonne soundtrack en passant. Oui, j'y ai pensé, mais ça, on va y revenir un jour. Exactement. Ça va arriver souvent qu'on dise ça. L'épisode spécial coup de poing. Exact. Je vais continuer avec... tiens, je vais partir le bal du jeu qu'on a en commun, pourquoi pas. Ben oui. Avec, je trouve, un opus que je connais plus que les autres, mais que l'ensemble de l'œuvre vraiment est incroyable. L'ensemble des jeux Castlevania, donc ceux qui ont... J'avais entendu ça, Castlevania, qui date de 1991. On était très jeunes à l'époque. On éditait, mais on était jeunes. Développé par Konami. Et donc, lui dont je vais parler, c'est lui au Super Nintendo, Super Castlevania 4. Je peux pas dire ça de façon sérieuse, on dirait que j'invente un nom de... Je parle juste à l'épisode des Simpsons de Super Nintendo de Chalmer. À chaque fois qu'on parle de Super Something... Là, Super quelque chose avec un chiffre, c'est parfait. Donc, la musique de cet opus-là a été faite par Taro Kudo, et non... donc, je pense, en tout cas... On en parlera tantôt. Pas la même personne. Pas la même personne que les autres. C'est un jeu donc où on... je connais pas exactement le lore. Je me suis pas attardé là-dessus. Puis je pense qu'à l'époque où je jouais à ça, je pouvais pas m'attarder là-dessus vraiment. Mais en gros, c'est un platformer où ambiance très gothique avec ton héros qui manie le fouette. Et donc, ça implique souvent, là, on va se dire, t'es beaucoup dans un château avec des morts vivants, puis des vampires, puis tu sais, des... Le boss, c'est tout le temps Dracula. En tout cas, la plupart du temps, le c'est boss, Dracula. c'est pas mal tout le temps Dracula, effectivement. Donc, très... puis c'est très associé, ça arrive souvent dans ce genre de jeu-là, à la musique assez gothique, tu sais, l'esthétique de musique baroque, par exemple. Ça vient. Puis je sais que certains des compositeurs de ce jeu-là ont eu des backgrounds vraiment de musique classique, mais particulièrement du baroque. Baroque et un peu musique classique, genre classicisme. Mais en tout cas, moi, je vais faire jouer le thème
du premier tableau, qui est le thème du personnage Simon's Theme, le thème du personnage principal de Super Castlevania 4. Je pensais que tu allais dire le thème de Simon. Le thème de Simon. Ouais, le thème de Simon. Simon's thème, tout le monde. L'orgue direct. De l'orgue. Dans Rouilleul, mais mets tout ça en 1991 assez vite. C'est la bass. Oui, ben ça c'est une autre chose de beaucoup de du sang des années 80, mais donc il y a l'orgue, il y a l'esthétique un peu, c'est zéro baroque et tout ça, là. Mais sans l'esthétique que tu veux rappeler le château et tout ça, avec une ligne de bass, c'est pas bon. Avec une ligne de bass complètement folle. Ouais. Ce petit, je vais finir avec juste ce petit run là. Ce petit fil de drum là, il me fait toujours capoter. Ouais. J'imagine le show de musique baroque à l'époque que ça sortait. Ça devait être Lit AF. Quelqu'un débarque avec des lunettes de soleil et une bass pour accompagner. Pendant qu'un dos de fouette Dracula au loin. Exact. Simplifier Castlevania en 2 secondes. Ouais. Fait que, ben, ça va être ça. On va continuer, je pense, parce qu'on a une couple d'extraits quand même. Ouais, on a plusieurs extraits, mais pour continuer dans la folie Castlevania, ben oui, c'était le jeu qu'on avait en commun. Moi, je vais aller vers plus Castlevania Bloodlines, qui était celui qui était le premier que j'ai joué ever, qui était au Genesis, au Mega Drive, pour certains d'entre nous, hein, que c'est la même chose, le Genesis puis le Mega Drive. Mais, ben, pratiquement. Donc, Castlevania Bloodlines, qui avait pas tant une bande sonore qui était comme mémorable, mais c'est que la compositrice de la bande sonore, qui est Michiru Yamane, c'est elle qui va, dans le fond, mener le bal pour toutes les autres bandes sonores de Castlevania, dont Symphony of the Night puis les gros noms de la série. Sont plus connus. Exactement. C'est pas elle qui a fait les classiques, c'est-à-dire, mettons, Bloody Tears et Vampire Hunter, qui sont clairement les 2 tunes que vous avez le plus entendues. Mais c'est elle qui va mettre la table pour toute la série. Puis comme tu sais, la musique, c'est pas une surprise. La musique dans un jeu, c'est vraiment important. Ça mêle l'ambiance. Vous pouvez jouer à un jeu que son gameplay est complètement fou, mais la musique, surtout s'il y a une histoire, là, tu sais, on prend des jeux qui sont comme... On va parler, par exemple, de Brotato, notre jeu commun. La musique est rochante puis pas tant le fun à écouter. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est pas grave. Tandis qu'un jeu comme Castlevania, ben, il y a une histoire, on veut qu'il y ait du suspense, qu'il y ait une montée de... comme on veut que ça devienne de plus en plus upbeat, plus que t'avances, puis qu'il y ait plus de tension vers la fin. Puis c'est un peu ça qu'elle a toujours voulu faire dans toutes ses tunes. Donc la chanson que j'ai choisie, j'ai déjà oublié le nom, c'est la première pièce qui joue dans le jeu. A Vision of Dark Secrets. Exactement, c'est ça. Et merci. On va partir ça. C'est vraiment une pièce comme pour mettre la table de toute l'histoire qui s'en vient. Le package de sons différent de l'autre opus. Ouais, fun fact aussi d'ailleurs, la Genesis avait juste le double des canaux sonores de la NES, donc on avait 10 au lieu de 5. C'est surprenant, hein, parce que c'est comme une console qui est considérée assez ex-aequo dans l'âge au SNES. Ouais. Mais en même temps, le SNES c'est 16 bits, puis le 8 bits c'est 8 bits. Ouais, non, c'est ça, exact. Dans le fond, mais ouais. Donc c'est juste une pièce d'introduction pour un jeu, même comme je parle d'ambiance dans un jeu, c'est important aussi. Parce que la première... Je vais revenir sur ce sujet-là plus tard parce que j'ai un autre morceau choisi qui est encore plus important pour le début du jeu. Mais celui-là, tu sais, comme dans n'importe quel jeu, il faut que la première chanson, ça t'accroche, que t'écoutes ça, puis t'aies envie d'en écouter plus. Parce que, tu sais, si ta première pièce est gâchée, t'auras pas... Tu vas mettre le son à 0 puis aller écouter du YouTube pendant 2 heures dans le game à la place. Donc... Fait que oui, c'est ça. C'est surtout pour la compositrice en bout de ligne qui a vraiment fait l'ambiance de tous les jeux de Castlevania après coup. C'est très... c'est important, c'est ça, cette ambiance-là dans ce style de jeu. Ça vient beaucoup avec le château, là, je rappelle ça. Puis pas d'orgue et puis pas de clavecin, étonnamment. C'est comme 2 instruments vraiment, toujours de la basse, mais ça, il y en a dans toutes les tunes de toute manière, mais c'est comme des instruments vraiment récurrents dans Castlevania, ça fait très vampire.
le côté vampire. La fameuse musique de vampire. Qu'est-ce que les vampires écoutent? De l'orgue. Du clavecin, beaucoup. Ouais, du clavecin. Le clavecin, là, on en reparlera. Ce qui peut d'ailleurs m'amener... puis là, c'est pas la pièce que j'ai choisie de ce jeu, mais on va en parler si tu me le permets. Moi, j'ai choisi une... je pourrais dire une franchise, parce que j'ai joué à plusieurs opus de cette franchise. La musique est en général toute excellente, mais je vais m'attarder sur le troisième, donc Heroes of Might and Magic 3. Qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Oui, grand jeu. Grand jeu de 1999 par la fameuse compagnie New World Company, qui n'existe plus, je pense, depuis... Ça a été racheté par Ubisoft. Ah, ok, c'était ça qui s'est passé. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est la musique. La musique qui a été faite. J'ai eu de la misère à trouver cette information. J'ai 3 noms. Paul Romero, Rob King et Steve Bacca. Je ne sais pas lequel des 3 ou lesquels, si ont tous participé également. J'ai l'impression que non, parce que je pense que c'est le nom c'est les noms de ceux qui ont fait toute la franchise. Tu sais. Ouais. Mais, donc, Heroes of Magic 3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de construction de base de style tactique tour à tour. Ouais, sur une base de jours et de semaines. Mm-hmm. Puis avec des factions, 8 factions, pour être précis. Puis 9 avec l'expansion. 9 avec Conflux. 9 avec Conflux. Avec les élémentaux. Ouais. Qui sont, c'est ça. C'est, évidemment, il y a les classiques Castle, les anges, les démons. Il y a tout le temps des oppositions comme ça dans ces jeux-là. Bon. Et la particularité de la musique de ce jeu-là, surtout pour un jeu de cette époque-là, moi je trouve, c'est que ça a été enregistré par un orchestre et composé de façon extrêmement orchestrale à la base. Donc, tous les sons qu'on entend, puis je dis la musique, mais tous les petits sons de jour, de nuit, de trouver des items, d'ambiance, de farfadets qui dansent. C'est ça que j'allais dire, en fait, parce que quand ton héros est proche d'un bâtiment dans le jeu, il y a un son d'ambiance qui va jouer. Là. Comme on dit, le farfadet, c'est juste parce qu'il y a un des bâtiments que c'est juste un gars qui danse dans un champ. Le design sonore est très intéressant. T'sais, pour ça, je trouve que... Il y a beaucoup de profondeur pour un jeu de cette époque-là. Exact. Puis quand on voit les graphiques, on se rend compte que c'est bien 99. On se trompe pas, là. Mais le son, c'est pas du gros midi ou comme il se faisait à l'époque beaucoup dans beaucoup d'autres jeux. Donc j'ai choisi, j'aurais pu mettre n'importe quel soundtrack du jeu, sont toutes bonnes. J'ai choisi le thème de la tendre Inferno, donc les démons, pourquoi pas, tiens. Et donc le côté très orchestral, vous allez l'entendre. Utilisation de vraiment tous les instruments. Le cuivre. Les cuivres, toujours méchants, toujours le démon. Très démon. Ouais. Comme une fois, pour ceux qui savent, les demi-tons et les tritons, hein, ça fait méchant. Ça, j'ai l'impression que les tritons méchants, ça va être un sujet très récurrent. On va sans doute en reparler. On va en parler au spécial triton. Exactement. Donc, c'est ça. J'aurais pu... Toute la musique de ce jeu-là sonne comme ça. C'est 100% orchestral, pour de vrai. 100% des vrais instruments. Et selon moi, un chef-d'œuvre, surtout pour l'époque. Je savais pas que c'était... Je pensais que c'était un très bon keyboard dans ma tête. Vraiment longtemps. Tu viens de m'apprendre que c'était un orchestre. Ben, c'est ce que j'ai compris, en fait, en regardant. Moi, peut-être je me trompe, mais selon les recherches que j'ai faites, c'était actually un orchestre qui ont engagé pour faire ça. Je trouve vraiment bold move de la part d'une compagnie de jeux vidéo qui est dans les années 99, donc quand même au tournant des années 2000. Ça arrivait moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chose commune. Ouais, c'est ça. Les gros AAA, c'est des business qui roulent beaucoup, puis tout, mais... Ils sont très contents de montrer la vidéo de l'orchestre qui joue de la musique pour leur jeu. Puis aujourd'hui aussi, il y a plein d'orchestres qui jouent, qui reprennent des tunes de jeux. Ben oui, on va les citer. Là. Je veux dire, l'orchestre l'OSJV, c'est ça? L'OJV, l'orchestre des jeux vidéo qu'on a au Québec. Exact. Donc j'ai fait partie quand j'étais ton jeune. Méchant brag.
Vas-y. On va aller complètement ailleurs, parce que là, on a écouté un peu de médiéval. Mhm. Je dis médiéval, plus médiéval fantastique. Moi, je vais vous parler de une soundtrack très surprenante. Puis même Pidge, tantôt, a fait un peu le saut quand j'ai dit « Hey, mais là, cette tune-là, elle slap! » Puis je vais parler de la soundtrack de GoldenEye. Tout le monde connaît la fameuse tune de la montre. Là. Il y a plein de monde qui ont vu l'espèce de reel ou de TikTok là, du gars qui dit « Hey, fais-moi la musique de menu pour la montre, puis fais-moi la écouter, puis qui se mettent tous à danser parce que ça slap vraiment beaucoup. » GoldenEye, c'est vraiment bizarre parce que j'ai comme l'impression que la direction artistique, ça a été... Tu sais, dans le film James Bond, il y a une toune. Comme à chaque nouveau film, il y a plein de nouvelles chansons qui jouent. Mais la toune thème de James Bond, elle existe, on la connaît. Mais ils ont juste dit, OK, il faut que toutes les tunes feel un peu James Bond. Fait que ce qu'ils ont fait dans chacune des chansons... Je peux pas confirmer. J'ai écouté... Je me suis tanné hier, là, j'ai écouté comme... probablement le 3/4 de l'OST, puis j'ai fait, bon, ça file. Mais dans chaque chanson, le thème va rejouer. C'est souvent le genre de leitmotiv. Là. Ce concept-là revient dans beaucoup de jeux. Puis peut-être encore plus, peut-être faire une petite parenthèse, mais avec des jeux qui sont basés sur un film. Ouais. Puis on n'a pas parlé encore, mais la musique de jeux vidéo et la musique de film, c'est souvent très proche. Ouais, smooch. C'est du son relié à l'image. Ça fait que, oui, il y a souvent des différences, mais dans des jeux comme GoldenEye, qui était un jeu de James Bond, qui était d'ailleurs un absolute chef-d'œuvre du Nintendo 64, ben oui. et aussi un des jeux qui venait avec le 64 à une certaine époque, me semble. Je pourrais pas dire. Moi, je l'ai eu. Moi, j'ai eu ma 64 avec Mario Kart, qui était le jeu de base. Il y a eu des 64 avec Mario 64. Avec GoldenEye, je pourrais pas dire. Je suis pas au courant. J'ai jamais eu de 64 anyway, je peux pas dire. Là, mais... C'est un des premiers jeux qui est sorti sur la 64. Puis la majorité des premiers jeux du Nintendo 64, c'était beaucoup de tests. Là. C'était beaucoup de bêta. C'est pour ça que là, je parle à tous les speedrunners dans la salle. Ces jeux-là sont faciles à casser. T'sais, comme mettons Mario Kart, hey, tu me payes une bière si je gagne contre toi, puis que je faisais le raccourci dans Wario Stadium, qui était comme genre, ouais, t'es 3 fois en avance sur moi. C'est ça. Je ne suis pas un speedrunner, je connais des trucs. Ça, c'est quelque chose que t'as espéré que les gens te disent, mais c'est pas vraiment arrivé. Oui, c'est ça. Non, les gens, ils faisaient juste me donner ma bière. Mais, donc, ouais, c'est ça. C'est la soundtrack qui a été faite par Grant Norgate, Grant Kirktrop, et je ne sais pas écrire, et Robin Beanland. D'ailleurs, Norgate puis Beanland, c'est eux qui ont composé la bande sonore de Killer Instinct, celui au SNES. Ah ouais. Et le remake qui a été fait. Puis d'ailleurs, j'invite tous et chacun à aller écouter les tunes dans le remake. Ben, remake. Ils en ont sorti un nouveau à la Xbox puis PlayStation. La musique est incroyable. Un nouveau fait genre il y a 20 ans, là? Ben non, c'est plus récent que ça. C'est là, peut-être 10 ans qu'il est sorti. Okay. Ouais, c'est ça. Puis c'est eux qui ont composé les tunes au Super Nintendo et les nouvelles tunes. Tu peux mettre, c'est quoi, c'est Frégate X? Oui, c'est... ouais, je sais pas comment le dire. Frégate. Ouais, notre anglais va être super. Là, ben oui, ça va tout le temps être vraiment numéro 1. Ça, c'est à cause du système d'éducation. Oh, c'est lit. Ouais. C'est aussi un thème qui jouait juste à la fin de l'émission. Le fameux thème. Ouais, qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, le fameux thème de James Bond. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est ça que chaque tableau avait une chanson générique qui jouait tout le long. Puis à la fin, quand t'étais comme au dernier objectif, c'était ça qui jouait. Là. C'était comme une version plus upbeat de la même tune. Puis regarde, encore une fois, le thème de James Bond qui revient. Oui, jamais bien loin. Jamais bien loin. Alright. Non, ils sont vraiment gâtés dans cette bande-son. Tu sais, comme un commentaire sur Internet que je voyais, genre, c'est que cette soundtrack-là a pas le droit d'être aussi bonne pour un jeu qui est tiré d'un film. Ça. Parce qu'on sait tous que les jeux tirés de films, c'est souvent ça. C'est souvent moyen, ouais. C'est souvent moyen. Ouais. Vice-versa, les films tirés de jeux et oui, les films. Ça, c'est Everyone's a critic. C'est délicat, disons. C'est très délicat. C'est vraiment... Ouais, c'est le bon terme. Délicat. Dans une de mes notes, j'ai marqué que c'est le festival des Orchestra Hits. Les Orchestra Hits,
Sinon, c'est pas un son qu'on fait quand on fesse un orchestre. Là. C'est vraiment je pourrais pas le décrire techniquement, mais Ben, c'est comme un son, comme si c'était un orchestre qui faisait un son, mais à l'unisson. à l'unisson. Puis aujourd'hui, quand tu dis orchestra hit, ça inclut le son MIDI sur un keyboard orchestra hit. Ben oui, le bon vieux orchestra hit. Ouais. Je pense que tout le monde le reconnaîtrait s'il l'entendait, comme beaucoup de choses. Non, non, c'est ça. C'était un petit clin d'œil à ce fameux jeu. Très bon jeu, très bonne soundtrack. Ils ont aussi fait la soundtrack de Perfect Dark, évidemment. Oui, ben, qui était sûr, comme la sûr. suite non officielle. Exact, ouais. C'était comme le GoldenEye, mais plus hot un peu. Plus hot un peu. Du Nintendo 64. Écoute, c'est deux très bons jeux. Oui, c'est très différent, mais je comprends. Je vais continuer. Ça te va? Ouais, j'ai fait le tour, je pense, GoldenEye très lit. Moi, je vais continuer. Là, je vais commencer à tomber dans le je me fais plaisir en esti. Puis là, tout le monde va l'entendre venir. Sûrement que plein de gens connaissent ça. Mais je vais parler de Chrono Trigger, qui est pour moi probablement le plus grand masterpiece de Super Nintendo. Avec FF6, sans doute. Là, j'ai de la misère à. Mais bon, Final Fantasy, c'est une autre affaire. On en parlera tantôt. Spoiler alert, on en parlera tantôt. Mais Chrono Trigger, c'est vraiment, vraiment un masterpiece de Super Nintendo à tous les points de vue, selon moi. Autant l'histoire, autant, évidemment, la musique, le design sonore, tout est bien bon dans le jeu. Donc, un jeu de 1995 de Square, qui était à l'époque Square Soft, je pense, qui est devenu Square Enix. Ouais, exact. Par la suite. Donc, à ce jour, je pense que c'est Square Enix. Et puis, la soundtrack a été faite par nul autre que Yasunori Mitsuda, que j'ai un des noms japonais, je suis capable de mieux le dire, parce que je l'ai dit souvent. Et qui a aussi été backé par l'autre, que c'est encore mieux, Nobuo Uematsu. Oui. Dont je vais parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Mais Yasunori Mitsuda, donc, qui a fait la musique de Chrono Trigger et Chrono Cross pour les fans de la suite au PlayStation. Chrono Trigger, évidemment, était sur Super Nintendo en 95. Et puis, c'est un jeu qui... Je sais pas comment l'expliquer pour des gens qui n'ont jamais joué et qui nous écouteraient, mais c'est un chef-d'œuvre qui... Toutes les tunes sont bonnes et sont extrêmement à propos sur chaque moment. Ça, je trouve que au Super Nintendo, c'est un jeu dont la musique est particulièrement proche de la musique de film, comme on parlait tantôt. À chaque moment, tu as les cutscenes. Tu sais, les cutscenes, on s'entend au Nintendo 16 bits, ça a ses limites quand même. Les cutscenes sont d'une beauté et d'un... Puis d'ailleurs, je peux rajouter que la version qui a été faite au PlayStation de ce jeu-là, c'était le même jeu, je l'avais. Je pense que c'était un package Chrono Trigger et FF4, genre une affaire de même. Ouais, un truc du genre. Ouais. Puis et Chrono Trigger, c'était le même jeu au PlayStation, mais il y avait des cutscenes au moment important du jeu. Et les cutscenes étaient des animés faits avec la musique du jeu. Et les dessins étaient faits par nul autre que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Ça, je suis désolé, là, mais pour un homme né en 1990, ça, tu peux pas demander mieux sur un jeu. C'est genre le All-Star de quand t'es jeune. Là. Ouais, puis en plus, il y a une cutscene au début, je pense, quand tu commences le jeu. Oui, puis la première chose, puis t'es comme, je suis sûr que ta réaction, ça a été ça. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait genre... C'est Sangoku. C'est le gars qui dessine Dragon Ball. Ah, oui, c'est oui, les mêmes cheveux. C'est les mêmes. Mais tout le concept art, il me semble que c'est lui qui l'a fait aussi. Mais oui, c'est ça. Ça paraît que c'était comme une clique à cette époque-là. Hein? Ça, donc, c'était 95. Tu sais, Dragon Ball, c'était fin 80, ça a commencé. Ouais. Fait dans les années 90, ça a été très très hot. Fait que je pense que toute cette clique-là. Puis fucking Yasunori Mitsuda était backé par Nobuo Uematsu. Non, ça, c'était vraiment une clique. Tu le vois là. Et donc, c'est ça. Chacune des tunes sont excellentes. J'en ai choisi une que je trouve que je pourrais passer les 10 prochaines années de ma vie à analyser, sans doute, puis que je trouverais des nouvelles affaires pendant un bout. Je vais la faire jouer, puis je vais parler du reste après, je pense. La tune Secret of the Forest.
la chose que je voulais un petit peu rajouter, clairement, ce dude est bassiste. C'est ça que j'allais en plus. Ça, puis on peut pas penser autrement. Comme tu m'as souvent dit. Je me retiens pas chanter à la bass. C'est le bruit qu'il fait en arrière. Faut que je la coupe là parce que parce qu'on peut pas te laisser tout le long, mais ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur de jeunesse et d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup, encore une fois, de nostalgie avec ça, mais vraiment pas que. Pas toutes les tunes sur lesquelles j'ai toujours trippé sont aussi deep, mais il y en a énormément que je trouve incroyables. Absolument incroyables encore à ce jour. Clairement, Le plus clairement objectivement possible. dans de toutes les pièces que j'ai entendues dans des jeux, il y en a beaucoup qui viennent de Chrono Trigger sont vraiment bonnes. Quand tu disais que c'est clairement un bassiste, la tune de combat avec le riff de bass en arrière. J'ai failli mettre elle. Ouais, je comprends. Ouais. C'est deux bons choix. Moi, j'allais dire, quand. Là, je dis pas vraiment divulgacher shit de quoi. C'est au début du jeu, c'est pas grave. Bon, en tout cas. Tu sais, quand tu t'en vas dans le futur, la fait première quasiment fois, 30 ans, là. Si c'est pour divulgacher, là, vous avez manqué de quoi déjà, là, c'est un jeu de time travel. Là. On voyage beaucoup dans le temps dans le jeu. Puis à un moment donné, tu t'en vas dans le futur. Puis tu sais, ça fait comme 2 heures dans le jeu, là, à peu près. Là. Toutes les tunes sont un peu upbeat, joyeuses, médiévales, tout va bien. Puis là, t'arrives dans le futur, là, puis il y a plus rien. Il y a juste de la neige puis du monde qui a froid puis faim. En 1999 dans le jeu. En 1999. Ouais. Il y a... C'était dans le temps que... Il y a 25 ans. Dans le temps que la plus grande préoccupation des gens, c'était le bug de l'an 2000. Exact. Oh non. Puis là, la musique a shut down. C'est fini. Tout est... Puis là, la musique, comme on dit, très fitting avec tout ce qui se passe. La musique est tellement drabe dans le futur. Là. Ouais. À part la toune de robot. La toune de robot ben, puis les tunes de Factory et de c'est ça, de robot et de Factory puis tout ça. Mais les tunes, genre, que tu vois, les settlements humains qui sont 100% post-apo, là, et des gens qui barely survivent. Il y a un personnage à qui tu vas parler, puis ton personnage, je veux juste dire, il est mort. Genre, oui, c'est ça. Tu essaies d'y parler, tu sais, comme, ah non, il est mort. Ah, oups. C'est un cadavre, n'a pas beaucoup de discussion. Ce jeu pour les enfants, semble-t-il. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais oui, grande OST. Ouais, fait que, bon, en tout cas, puis on reparlera sans doute, comme je le flash, là, on va avoir des thématiques des fois. Mm-hmm. On va pas rien spoiler, mais on va reparler de tous ces jeux sans doute à un moment ou à un autre. Il y a clairement des jeux qui vont revenir plus souvent que d'autres. Oui, on peut pas... on a aussi peut-être un parti pris pour certains jeux parce qu'on a grandi avec. Mais c'est ça, Chrono Trigger, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a il y a un éventail de styles dans la possibilité que c'est un RPG aussi. Il faut que ça reste quand même attrayant. Ça, comme... Mais on va y revenir. On va clairement y revenir. Moi, je suis encore allé complètement ailleurs. On va aller... je vais garder mon petit bijou pour la fin. Ben oui. Tu sais de quoi je parle? On va commencer... Je vais vous parler de... C'est un jeu récent. Mais récent. Je pense que c'est sorti il y a 5 ans ou 6 ans. Quelque chose de genre. J'ai pas les dates avec moi, fait que je suis pas une valeur sûre là-dessus. Vas-y, je vais checker pendant ce temps. Ok, ben, je vais vous parler. En fait, toute la bande sonore du jeu est excellente. C'est le jeu Risk of Rain 2. Qui a été composé par, et je suis désolé à l'avance, Christodoulou, ouais, exactement. Il a composé la musique pour le premier, le deuxième. Je crois qu'il a fait les tunes du remake du 1. Puis pour les 2 DLC de Risk of Rain 2. C'est vraiment je pense une bande sonore qui va vraiment partout. Là. On a du rock, on a du gros prog, on a du gros électro. Il y a des tunes de Chopin qui sont reprises. Il y a 2 tunes de Chopin. Surtout avec le premier DLC qu'il y avait eu. Oui, exact. Ouais. Puis bon, Risk of Rain, il y a une tune qui est basically juste une tune de Chopin, qui est le prélude de la goutte d'eau. Ouais, exact. Qui ont refait complètement de façon super rock. Comme Risk of Rain. Risk of Rain, il a vraiment pris ça et l'a fait à sa façon. Là, il y a aussi, c'est quoi, c'est la tune, c'est Purple Rain, c'est ça?
Je me rappelle plus du nom. The Rain exact. That They Call As Purple. Quelque chose comme ça. Mais c'est la tune du 5e stage pour les connoisseurs. Il y a quelques comme clins d'œil à ça. Puis comme la gamique, c'est tout un rapport avec la pluie. Bon, mais dans la musique, ça se transparaît pas vraiment parce que c'est comme je dis, ça va vraiment dans des places très, très, très différentes. Je suis allé regarder une entrevue qu'il a faite. Puis qui disait que lui, il voyait vraiment chaque pièce dans le jeu comme un film. Comme, il voulait pas que ce soit comme construit comme un riff, un refrain, un riff, un refrain. C'est jamais comme ça, les tunes. C'est tout le temps différent. Il y a une progression dans ta tune. Puis ça marche bien avec le jeu, parce que le jeu en bout de ligne, ce que tu joues, c'est... Tu veux être le personnage principal d'un film d'action dans l'espace, que tu vas mourir souvent. Mais c'est le feeling que ça te donne quand tu joues, là, que t'es comme le personnage principal du film, là, de l'histoire, que je m'en vais tuer tous ces aliens qui m'attaquent pour me voler mon vaisseau, faut que je me téléporte à l'autre place. Quand il y a un boss, c'est des tunes différentes qui partent, il y a une version qui est comme plus intense dans la même thématique. Pas nécessairement le même air du tableau. T'sais, chaque tableau a sa tune spéciale. La tune contre le boss de la fin, on en parlait tantôt, on l'a écouté, ça slap, c'est complètement bon. Très métal. Il y a des tunes vraiment métal. Les morceaux que j'ai choisis, ça vient du dernier DLC, qui est Seekers of the Storm. Qui n'avait pas juste été composé par lui, on a découvert qu'il y avait des pièces qui avaient été faites par quelqu'un d'autre, mais celle-là, c'est lui, c'est Chris. Je sais pas si on va se rendre au bout de Funky. On va. Je vais partir tout de suite, puis au pire, continue de parler. Non, c'est ça, on peut. Pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai même pas décrit c'est quoi le jeu. Dans le fond, le jeu, c'est qu'on choisit un héros parmi le D13 de héros qu'on peut avoir, parce qu'il y a pas d'aléatoire, fait qu'Antoine pis moi, on roule un D13 sur Internet à chaque fois. D15 maintenant, je dirais. Je sais plus. J'ai pas joué tant que ça depuis le dernier DLC. Ben oui. C'est un D13 on roulait, je sais plus. Mais avant, c'était le D13. Ça va être 16, il y a 3 nouveaux bonhommes. Ouais, 16, ça fait du sens. Puis, dans le fond, le but, c'est de se rendre à un téléporteur puis de tuer le boss dans un temps qu'on te donne. Plus le temps avance dans le jeu, plus les monstres deviennent tough, plus tu risques de mourir. On ramasse des systèmes. Puis... En gros, c'est un roguelike. C'est assez métal, pareil. C'est très métal. Cette tune-là, en fait, le tableau de cette tune-là, c'est que t'es dans un treetop, là, très haut dans des arbres. Je pense que c'est le bout de fun qui s'en vient pas long, en fait. Mais ça devient un peu... j'utilise le terme arythmique. Je ne suis pas un expert de musique. Est-ce que tu l'avances un peu ou... tu peux l'avancer un peu. Juste checker le bout. Non, c'est pas... J'ai vu ton gros doigt aller à mauvaise place. Je suis pas bien bon pour ça. Je me demande si tu vas jouer un jour. Peut-être que je l'imaginais. Peut-être que j'étais dans une transe pendant que je jouais puis j'ai entendu de quoi qui n'existait pas. J'étais trop excité de... Il y a beaucoup de gros solos de guitare. Oui. C'est ça, il s'est gâté, là, c'est ça, là. Mais non, regarde, c'est pas grave, on n'aura pas le goût que je pense. Peut-être que moi, je pense que je l'ai inventé. C'est à cause de tous ces champignons que j'ai consommés avec L'Engineer. L'Engineer. Une petite branche d'Engineer. Tout le bungus. Ouais. Ben oui, de toute façon, encore une fois, on va sans doute reparler de tout ça. C'est clairement un qu'on va reparler. On va sans doute reparler de tout ça. Vraiment un fou. J'ai regardé vite ce qu'il avait composé, mais ça se limite pas mal à Risk of Rain, mais c'est déjà très un chef-d'œuvre. Tout ce qu'il a fait pour tous les jeux de Risk of Rain. 100%. Lui qui a fait toutes les DLC, les 2 DLC, puis il y avait une grosse attente et il l'a livré. Ah, absolument. Genre 100%. C'est genre le gif du piano en feu. Là, oui. Le piano en feu sur le bord de la plage. Là, c'est genre, peux-tu me faire un soundtrack pour mon jeu de l'espace? C'est ça. Là. Lui, là, c'est direct la bonne description. Big time. Ouais. Peut-être. Moi, c'est ça, ouais. Il nous reste... Mais je vois ça, le temps avance vite. C'est ça, on a gardé le meilleur pour la fin, mais on va littéralement avoir 2 minutes pour en parler. Ben oui, puis c'est correct, on va voir. Hein. Moi, je vais continuer sur un autre jeu, qui est un jeu de début 2004, qui s'appelle Knights of Honor, qui est un jeu de... qui était qui a été produit par Blatzy Studio, qui est un studio qui vient de Bulgarie.
Je dis ça parce que le gars qui a fait la musique s'appelle Borislav Slavov. Donc, vraiment, on a l'impression qu'un AI a généré un nom de gars d'Europe de l'Est. Mais c'est aussi lui qui a fait la musique du jeu Baldur's Gate 3, qui a vraiment, de tous les Baldur's Gate, a le plus pogné. Ouais, définitivement. Qui est de 2023, si je me trompe pas. C'est sorti l'an passé. Ouais. Fait que, donc, Knights of Honor, qui est un jeu de conquête médiévale de l'Europe, du grand Europe médiévale féodale, disons. Là. C'est ça. Fait qu'on fait un petit peu tout avec ça. Il y a, tu peux gérer tes chevaliers. C'est vraiment un jeu assez immersif pour ça. Tu joues à gérer ta dynastie qui contrôle le pays, puis tout ça. Et, moi, je dois tout de suite avouer, moi et la musique médiévale, je suis désolé. Je pense que c'était... Je suis désolé, il faut que je parle de la musique médiévale. Donc, la soundtrack de ce jeu-là est très, très médiévale et encore une fois, des vrais instruments. Ça sonne bien. Je vais choisir une pièce qui est vraiment, je pourrais faire jouer absolument toutes les pièces de ce jeu-là et tout est excellent. Je vais jouer la pièce Bard's Tale. Je vais peut-être en parler un petit peu avec assez ambiance. Je vais peut-être en parler un petit peu par-dessus. Une petite chanson douce de bal. Oui, de chanson de World Map. Oh. Les instruments à cordes, c'est assez médiéval. Chaque fois que j'entends des instruments à cordes médiévaux, je pense que c'est du Merlin maintenant. Ça sonne un peu comme ça. Des instruments à cordes double, souvent. Ouais. La mandoline ou plus, mettons, bouzouki irlandais, là. Un peu plus grave. La flûte beaucoup. Ça te donne le goût de partir à l'aventure. Quand même, hein. Aller camper dans le fond du bois. Ouais. Aller parlementer avec le roi de la Bulgarie. Perdre tout ton royaume parce qu'un de tes chevaliers était en fait un espion. Rendre un de tes amis immortel sur ton conseil. Ouais, on a beaucoup d'insight à ce style-là. Ouais, non, mais ouais, un jeu qui est extrêmement immersif. La musique aide 100% à ça. Moi, j'aime bien... je pourrais la laisser runner, mais j'aime beaucoup les jeux qui utilisent les jeux historiques, entre guillemets. C'est pas vraiment historique, mais... on va dire à la Age 2, Crusader Kings. J'aime ça. Je connais pas énormément Crusader Kings, mettons, mais je trouve que le lore et l'ambiance de ces jeux-là valent vraiment la peine de s'y attarder pour l'immersion. Ouais. C'est vraiment l'immersion, c'est une grosse partie de ce qu'on ce pourquoi on cherche des jeux. Puis la musique, évidemment, en fait partie. Ce jeu-là, t'as du voice acting aussi. Il n'y avait pas énormément à l'époque, on va se le dire. Il y a des bonnes codes. Ben oui. Puis tu sais, on dirait ce qu'on voudra, mais j'aime ça, le voice acting. Ouais, les jeux pour m'immerger, là, ça marche bien. Ouais, non, c'est... Mais en plus, je voulais rajouter, en parlant, tu parlais d'instruments de musique. Ben, on parle d'instruments de musique depuis le début, mais... tu sais, ça serait facile pour un compositeur de ces jeux-là de juste utiliser un synthé pour faire des musiques style médiéval, puis utiliser un son synthétisé de bouzouki, des affaires de même. Mais je trouve que ça rajoute tellement un plus-value quand c'est l'instrument d'origine qui est enregistré comme un vrai bouzouki. Oui. C'est le jour et la nuit, puis tu sais, comme, ok, peut-être que... Mais c'est pas n'importe qui ferait la différence. Mais non, je pense pas. Même tu dirais, écoute les deux sons, dis-moi lequel qui est le vrai, les gens te diraient tout de suite lequel. C'est ça, je pense que tout le monde entend la différence, mais que les gens ne mettent pas le doigt là-dessus si on leur présente pas de cette façon-là. Exact, non, c'est ça. C'est sûr que si tu leur fais juste écouter une toune, dis-moi si c'est un vrai, ils vont faire. Je sais pas. C'est dur à dire, mais c'est un gros plus. Surtout, tu sais, comme. Tant mieux, ça l'encourage à tous les joueurs de bouzouki de la Terre de travailler sur des jeux à saveur médiévale. Exact. On en veut plus de ces choses-là. Ouais, exact. Ouais. Fait que, c'est ça. On est rendu au dernier, c'est ça? Là? Il m'en reste un. Aussi. C'est le dernier 1000. C'est comme je pense qu'on a choisi nos 2 trésors. Mais on va continuer avec la saveur médiévale. Je pense que, je vais rien dire. On va juste mettre la chanson. Juste mettre la toune. On va juste mettre la toune. Les gens vont faire...
Je pense qu'il y a beaucoup, Ou ils vont haïr ça, un des beaucoup deux. de gens là, qui n'auront pas besoin de grand-chose à tous part libre de votre opinion, je vous le rappelle. Hein, on n'est pas, on prétend pas avoir la vérité. Je pense qu'au premier accord de cette pièce-là, tout le monde aurait. Tu sais, comme soupir de soulagement. On serait un peu à la maison. Ton là. petit rush de dopamine. Là. Ouais, j'ai hâte d'aller tuer le Butcher qui me drop son gros cleaver. Ça reste un esti de chef-d'œuvre. Évidemment, on parle de la pièce Tristram de Diablo 1 et Diablo 2. Parce que la pièce a été reprise quand tu vas voir Tristram en feu. Effectivement, dans Diablo 2 aussi. Hein. Et oui, c'est la même pièce. Ça a été... oh mon Dieu, j'ai écrit mal. Ça a été composé par Matt Uelmen, qui est le compositeur de toute la musique de Diablo 1, Diablo 2 et tous les Torchlight, d'ailleurs. Il a participé à la soundtrack de Diablo 3 et de Diablo 4 aussi, mais en tant qu'instrumentiste, parce que c'est un guitariste à la base. Ah ouais? Puis je pense que, tu sais, c'est ça. Il y a comme personne qui connaît pas cette chanson-là dans le monde du PC gaming des années 90. Là. C'est tout un truc connu. Là. Je vais l'arrêter, ouais, là, mais... J'ajouterais sur repeat très fort. sur repeat tout le long. Là, mais... Puis ça, je me suis un peu attardé à cette pièce-là. Comme un gros... il y a un gros aspect mystique autour. Là, c'est comme... puis je me suis dit, je vais faire un peu de recherche. Puis que je suis tombé sur une vidéo de YouTube d'un professeur de théorie musicale du nom de Andrei Stoliarov. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille absolument d'aller écouter son vidéo. C'est fascinant. Je n'ai même pas le genre 50e de ses connaissances à cet homme-là. Mais il commence en disant que la chanson commence avec une incertitude pour la gamme. Genre, on sait pas. Puis là, je répète des faits. Fait que donc, je vais y aller le grosso modo. Mais les accords qui se présentent au début vont pas définir dans quelle gamme qu'on est. Ça prend beaucoup de temps avant. En fait, il dit c'est que le moment que ça fait 5, 4, 3, 2, 1, là, quand il y a une descente, on peut dire que. Là, il dit, je pense, c'est en mi mineur, la chanson. Là, avant que ça fasse le ta da da di da. Ouais, et quand ça fait le pam, 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 pam. Puis là, après ça, c'est là que. Ouais, là, c'est un bon cue. C'est bon, on a brisé le fait qu'on voulait pas chanter pendant le podcast, c'est fini. Mais c'est pas grave. Il y a comme une lenteur, il y a une lourdeur dans la musique du début jusqu'au moment que la toune a pick up un peu puis que ça fait plus toune de village. Puis c'est un peu ce que le Andrei Stoliarov disait, c'est un peu ce que le compositeur cherchait pour... C'est comme... Tu commences le jeu, c'est la deuxième chanson que t'entends. T'as entendu la toune du menu qui est comme juste des bruits d'enfer avec des cuivres. T'as skippé clairement à New Game. T'as fait, choisis-tu le magicien, la rogue, le guerrier qui est en semi-full plate déjà. Ok, je me passe ce bonhomme-là. Ton jeu load, ben là, dans le temps, ça prenait sûrement genre 2 minutes, mais là, maintenant, ça prend 2 secondes. Ton jeu load, puis c'est la toune de Tristram, c'est la première toune que t'entends dans le jeu. Fait que là, ton personnage, tu sais, comme si t'as un peu suivi l'histoire, tu sais un peu que tu t'en vas comme genre battre des démons, puis qu'il y a comme un peu une terreur, parce que dans le fond des cathédrales, il y a de quoi qu'il faut que t'ailles chercher. Fait que c'est de là la lourdeur, la lenteur dans la chanson qui commence par accélérer. À un moment donné, le tempo monte pas, c'est juste qu'il y a plus de notes. T'sais. Il y a aussi une tension à peu près non-stop dans la toune. Oui, c'est du début à la fin, t'as tout le temps... Ça reste une toune de village, on va dire. C'est une toune de village. Mais tu sens que t'es jamais assis confortable. Non, c'est ça. T'es jamais en sécurité. C'est ça. Puis c'est un peu l'esprit de Diablo que, oui, dans le jeu, t'es en sécurité en ville, mais dans le lore, dans l'histoire... puis on le sait dans Diablo 2, spoiler alert, tout le monde se fait tuer. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. Là, encore une fois, comme Chrono Trigger, si t'as pas joué, là, je veux dire. Si je te spoil de quoi rendu là, je suis désolé. Tu sais, Tristram, c'est acte 1 là, dans Diablo 2. Ouais. Mais, fait que c'est très, très tendu du début à la fin. Et puis, sais-tu même, je vais juste mettre la fin. Parce que je me rappelle. C'est direct ce que j'allais dire, la fin. Puis aussi, ce qu'il disait dans la vidéo, c'est. Le début de la chanson fait du sens quand t'entends la fin puis elle loupe. Parce que quand l'instrument revient à l'accord du début, c'est là que tout fait du sens. En fait... C'est 7 minutes, by the way. Hein. Oh mon Dieu, c'est long. Peut-être qu'elle loupe 2 fois dans le... Peut-être qu'elle loupe 2 fois,
Non, ça, c'est le bout de lit. Non, c'est la C'est fin. la fin. Ah, c'est pas le bout que la Non, guette elle devient full intense. Non, c'est ça. Ça, c'est le loop, genre. Puis après ça repart à ça. C'est ça, exact. C'est ça, ouais. ouais. Fait que, moi, c'est mon morceau final. C'était mon bonbon, mon cadeau à tous et chacun. Ben Je oui, sais ben oui. que c'est un peu... c'est du gros fanboyisme. Là. Diablo, pour moi, c'est comme probablement ma franchise. Ben, probablement nous deux, là, mais avec Final Fantasy puis d'autres, c'est vraiment dans les franchises que j'aime le plus. Puis autant, puis ici, le 1 puis le 2, ils ont une place très spéciale dans mon cœur. C'est des jeux qui ont leurs soundtracks sont excellentes. On peut parler d'ambiance, on va revenir à ces jeux-là, je vous le garantis. Encore une fois. Mais c'est des jeux que la musique, l'ambiance, puis c'est pas juste des sons ambiants, c'est la musique qui est derrière. Tu sais, comme je peux, mettons, les musiques de l'acteur 1 dans Diablo 2, on peut en parler longtemps aussi, c'est la même chose. Puis c'est comme des jeux que la musique s'intègre tellement bien dans ton gameplay que des fois tu les oublies. Tu sais. Puis là, elle va revenir, puis elle va comme... En tout cas, on and off, être présente dans puis ça, c'était juste la musique de Tristram. Mais les musiques de toutes genre, tous les niveaux de donjons, là, exact. La church, les catacombes et compagnie, tout ça est extrêmement ambiance. Ouais, c'est vraiment ambiant. C'est, je sais pas comment dire en français, c'est eerie. Là. C'est tout le long, là, tous les jeux, tous les niveaux de donjons. La musique est très eerie et il se base beaucoup là-dessus. Puis la musique la moins eerie du jeu, c'est la musique de village. C'est ça. Qui est comme, quand même, pas reposante nécessairement. Moi, j'avais marqué dans mes notes, et une fois de plus, ça va être un anglicisme, mais j'avais marqué un feeling of dread. Vraiment, comme pas te sentir bien. Là, c'est ça, ouais. On n'est pas au niveau Lavender Town, mais... Non, mais... Lavender Town, en tout cas. Non. On en reparlera dans le futur de ça. Le fameux épisode sur les conspirations de jeux vidéo. Exact. Moi, je continue aussi avec mon dernier. Le temps avance et tout ça, ta marouette. Ouais, moi, je pouvais pas, là. Bon, évidemment. Je pense que je vais peut-être rien dire puis juste mettre... Non, tu peux faire la même chose, je pense que, ouais. Un peu là, il faut que je réussisse à trouver mon affaire. On est là pour se faire plaisir, hein? Ouais, c'était le but du premier épisode. Faut pas oublier ça. Que je vais juste mettre ça. De toute façon, c'est un fade-in, celle-là. Ah! C'est bien fait, ça. On n'aura pas besoin de le faire. Bien fait pareil, ça. Ah, c'est vraiment bien fait. Bienvenue à l'épisode ASMR. Ben oui, vous l'aurez reconnu. Le thème, le prélude de Final Fantasy, j'ai mis lui du premier, 1987. Imagine-toi donc. J'ai d'ailleurs vu, c'est décembre 1987. Ah! Ouais. Puis, ça, je vais le laisser, là, si on est déjà à moitié. Final Fantasy, en général, on va en reparler énormément. C'est pas mal le jeu pour lequel la musique est une des raisons de notre amitié, faut le dire quand même. Ouais. On se connaît depuis plus de 20 ans grâce à la musique de Final Fantasy, surtout. Celle-là est un thème... je vais le remettre puis parler par-dessus. Celle-là, c'est le prélude. Donc, la musique de tous les premiers, les 9 premiers, et un peu du 10 aussi, je pense, a été faite par Nobuo Uematsu, dont on parlait tout à l'heure, qui est sans doute le moustachu le plus important du Japon, sans aucun doute. Puis ce thème-là en particulier, donc qui revient dans chacun des opus depuis, qui est le prélude, ça s'appelle le prélude, qui est basically des arpèges un petit peu brisés, un petit peu arrangés, mais qui vient nous flatter dans le sens du poil quand je l'écoute, qui nous amène le petit côté... Le jeu s'appelle Final Fantasy, c'est fantaisiste, c'est des univers qui sont tout le temps imaginaires et vraiment fantastiques. Là, ça porte bien son nom, je trouve. Puis il y a une histoire d'ailleurs avec... donc, tu as déjà sans doute entendu que ça a l'air que ce thème-là, Nobuo Uematsu avait préparé autre chose pour son pitch. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire-là, mais j'ai déjà entendu ça une couple de fois, on me le dire. Il avait préparé son pitch pour le thème et il l'avait oublié chez eux. Fait qu'il a composé de quoi sur le coin d'une table, qui est ça. Qui maintenant, presque 40 ans plus tard, est encore apprécié à son plus haut niveau. Et puis, j'ai mis celle-là. Je ne mettrai pas d'autres extraits, mais Final Fantasy qui est
Je veux pas croire que je vais expliquer c'est quoi. Mais en tout cas, si vous savez pas c'est quoi, c'est correct, ça se peut. Nous autres, on a beaucoup, mais pas tout le monde. Qui est un RPG, un RPG japonais. En fait, qui est une franchise de. Le premier, donc, date de 87. Il y en a encore à ce jour, sont rendus au quoi, 16 Je sais pas, je suis plus. Non plus, j'ai pas joué depuis le 10-2, moi, en fait. Ça va pas parler longtemps. Le 12, on a un peu joué ensemble. Le 12, j'ai joué pas mal, moi. C'est probablement le dernier. Le 10-2, on peut en parler longtemps. Ouais, c'est mon Nemesis. Ça va être un épisode spécial juste pour ça. L'épisode spécial J-pop. Ouais, ça, c'est quand on a découvert la J-pop, je pense. Ouais, c'est là que j'ai découvert la J-pop. Je pense que c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Final Fantasy, évidemment, c'est un immanquable si quiconque s'attarde à la musique de jeux vidéo va tomber là-dessus sur les vieilles soundtracks de Nobuo, qui est encore... qui a backé, comme dont je parlais tantôt, la soundtrack de Chrono Trigger et Chrono Cross, qui a été faite par Yasunori Mitsuda. Dans Chrono Trigger, notre cher Nobuo a été là aussi, a backé un petit peu Yasunori Mitsuda. Puis, c'est des tunes qui, encore une fois, fait énormément dans des carcans de vieilles tunes. Bon, il y a la tune de village, il y a la tune de combat, il y a la tune on en parlait, la tune de cave, la tune de nuit, la tune. C'est bon, il y a beaucoup de concepts comme ça dans beaucoup de jeux, mais dans les Final Fantasy, c'est souvent très, très ancré, je trouve. Chaque personnage a un thème. Il y a des leitmotifs qui reviennent. Chaque situation a un thème. Puis c'est en général des chefs-d'œuvre. Là, j'ai évidemment juste fait jouer le classique prélude pour mettre un petit peu l'eau à la bouche de tout le monde. On va revenir énormément. Là. Je me retiens de partir sur un run de 3 heures sur FF, mais on va revenir à ça, sans aucun doute. C'est aussi, il me semble que Nobuo Uematsu, c'est un orguiste, hein? Un pianiste. Un organiste. Un organiste, oui, ça, exact. Puis aussi, on va clairement pouvoir parler de son travail avec The Black Mages, qui est son groupe que si vous ne connaissez pas, allez écouter tous les albums. Si vous êtes des fans de Final Fantasy puis vous ne connaissez pas The Black Mages, vous manquez quelque chose. Si vous êtes des fans de Final et de Power Metal et vous ne connaissez pas The Black Mages, c'est gênant. Si vous aimez Power Glove puis vous aimez Final Fantasy, allez écouter The Black Mages. C'est sorti je peux avant. pas croire que des gens connaissent Power Love et pas The Black Mages, mais peut-être. Je serais pas surpris. Peut-être, mais regarde, peut-être que c'est moi qui est un peu... Ouais, fait que... Final Fantasy, grande bande sonore. Quand j'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. C'est ça, comme tu viens de dire, je partirais aussi sur un très long rant. Oui, puis on va avoir l'occasion de le faire, sans doute, dans le futur. Exactement, c'est ça. Puis pour probablement conclure avec tout ça, on parlait qu'on allait toucher plusieurs sujets ensemble. On va revenir sur les jeux qu'on a parlé un peu aujourd'hui. Mais on veut aussi essayer de parler d'actualité, puis ça va être notre petit moment, jasette de ce qu'on game ces temps-ci. Parce qu'on on joue toujours à des jeux, puis on joue pas juste à des vieux jeux. Non. On joue encore à Diablo 1 des fois, on revient à des vieux classiques. Mais là, en ce moment, puis on va parler de la musique du jeu aussi, d'ailleurs, parce que surtout quand c'est des jeux dont la musique vaut la peine d'être parlée. C'est pour ça qu'on parlera pas plus de Brotato. Moi, on peut en parler, je te dis, ça aurait pu être dans le film Blade, le premier. Ouais, et c'est ça que tu me dis. C'est aussi rochant que la toune de Blade. Aussi rochant que la toune de Blade. On veut pas parler de ce jeu-là. On veut parler du jeu Raven's Watch, qui est sorti une boîte française, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je me suis rendu compte que leur nom, c'est Pastèque. OK. Ah, comme une pastèque. Comme un melon d'eau. Comme un melon d'eau. Là, j'étais bien cringe quand j'ai vu ça, mais c'est correct. Ils ont fait un maudit bon jeu. Fait qu'ils ont le droit. Raven's Watch est un jeu, un action RPG, si on veut, en équipe, avec des aspects très roguelike, dans le fond, qu'on recommence à zéro à chaque début de partie, avec un choix avec 9 personnages différents qui ont des habiletés complètement différentes. Le but, c'est de se rendre jusqu'au chapitre final. Plus la difficulté du jeu est élevée, plus il y a de contenu, en fait. Quand tu passes la première fois normale, tu finis, puis ça finit un peu en queue de poisson, puis t'es comme « Ah, c'est fini ». Puis finalement, quand tu le passes au 3e niveau, il y a le jeu complet. Tu fais face à tout ce que l'histoire veut être.
Puis Raven's Watch a une soundtrack très intéressante, très violonneuse. Je l'ai écouté l'autre jour, puis c'est correct. Ça prend un instrument un peu qui fait un espèce de... ça prend un élément dans la tune qui revient dans toutes les tunes. Des fois, c'est un instrument, des fois, comme tu dis, c'est un leitmotiv, des fois, c'est plein d'autres choses. Ouais. Dans Raven's Watch, c'est le violon. C'est très, très violon. C'est très, je dirais très corde. Des fois, il y a beaucoup de violoncelle aussi. Très corde frottée, disons. Okay. On va dire ça comme ça. Je vais peut-être mettre une petite toune juste parce que on en parle. Et la toune qui est un petit peu plus, de moi, encore une fois, ça sonne ma petite corde médiévale. C'est des vrais instruments. Ouais. Il y a beaucoup de cordes. Il y a aussi de la flûte qui est très présente. Et je sais pas à quel point c'est un clin d'œil parce que dans le jeu, il y a un personnage qui est le Pied Piper qui joue de la flûte. Je sais pas à quel point c'est un clin d'œil à lui. Mais à ce niveau, le design sonore est très bon. Oui. Puis c'est ça. C'est le compositeur de la musique est Antoine Duchesne, on peut le dire. Antoine Duchesne. J'ai failli pas le nommer. C'est la danse de la fusion entre moi et Trudel. Tiens, je vais mettre, je pense que ça doit être celle-là. Le combat contre Arthur. Oui, très exemple, bon. Très bon. Qui est une bonne touche. Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Très corde frottée. Très celtique. Très celtique. Ouais. Très. Là, je parle pas de Dano, mais je parle de. Je nous entends crier un peu par-dessus. Le drop quand il y a la petite genre de cornemuse, là. Ouais. Il y a aussi un petit peu de ces instruments-là. Il y a un bon souci du détail dans la soundtrack. Après ça, c'est ça, c'est très upbeat sans vouloir être trop moderne, là, genre sans utiliser des instruments vraiment modernes. Non, c'est ça. Ouais. Je pense à la toune du boss du chapitre 3. Elle aussi, puis ça, t'es comme dans un film, là. C'est le moment final, c'est la fin, là. Genre, tu le sens, t'as le goût de te battre jusqu'à. Tu sais, genre, quand les deux mains se mettent à twister autour de la map, pis t'es wow! Puis là, la toune est vraiment intense. Ça, c'est drôle. Souvent, en écoutant ça, en fait, surtout ces bouts-là où il y a la genre de cornemuse, des instruments à hanches comme ça, ça fait beaucoup. Tu disais celtique, quasiment musique bretonne, mettons. Ouais. Tu sais, puis bon. Pourtant, c'est une boîte qui est de Lyon. OK. Pastèque Games, c'est de Lyon, j'avais checké. Mais grand jeu. Grand jeu, grande soundtrack. C'est aussi, on n'a pas dit, mais les personnages... les personnages sont tous des personnages... Et le jeu, en général, est basé sur des contes folkloriques. Exact. Tous les personnages de contes folkloriques, le Pied Piper, le petit chaperon rouge. Aladdin. Mon personnage préféré, Aladdin. On l'appelle aussi Pirouette Cacahuète, c'est son autre nom. Là. Sun Wukong, le dieu singe chinois, qui est super le fun aussi. En tout cas. C'est ça. Fait que, c'est un vampire, mais là, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est notre némésis entre Pidge et moi. Exact. Mais donc, excellent jeu qu'on joue en ce moment, qui est assez récent. La version 1.0 vient de sortir tout récemment. Je pense que même le Early Access date de l'année passée, pas plus. Là. Ouais, et puis ils ont annoncé leur roadmap récemment. C'est quand même le fun maintenant que les compagnies nous fassent ça, de mettre une belle roadmap de ce qui va sortir. Ils ont annoncé 2 nouveaux bonhommes, des nouveaux boss. Grand jeu, je le recommande. Mettez-le sur votre wishlist si vous voulez pas le payer plein prix. Il est tombé en rabais à sa sortie. Puis les Steam Sales s'en viennent. Oui, ça en vient tout le temps. Noël avant Noël. Ça en vient tout le temps. J'ai encore regardé ma liste de wishlist puis rien acheté. Puis juste me dire, j'ai assez de jeux. Là. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. On va conclure, ça fait déjà une éternité. Écoute, c'est pas grave s'il est plus long. Lui, non. On avait beaucoup de choses à dire. Oui. Puis de toute façon, on va revenir à beaucoup de choses dont on a parlé. Ouais. On n'a pas, encore une fois, on fait ça de façon la plus amateur possible. Pour absolument le plus grand des plaisirs de notre part et rien d'autre. C'est comme un peu un projet personnel de secondaire. Oui, exactement, de l'école internationale. Si j'étais allé. C'est ça, moi non plus, je peux aller. Non, je ne suis pas assez bon pour ça. On est des 2 beaux produits de l'école publique. Exact. Fait que, c'est ça. Donc, c'était pas mal notre épisode 1. C'est pas mal. 1. Ou 0. Ça peut être notre épisode pilote. Ça peut être tout ça en même temps. Il y a pas... Ça va changer dans le
futur un petit peu. On va rajouter des affaires. On va s'ajuster. On va s'ajuster. C'est notre premier rodéo. Exact. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Merci à tout le monde qui a écouté. Oui. On va sûrement être rejoignable d'une quelconque façon. Ouais, je vais arranger ça. Je vais être monsieur réseaux sociaux. Ça Parfait. va être moi. Parfait. On va poster des TikTok de 2 secondes de moi qui parle. En gros plan de ma face qui fait juste dire jeux vidéo. Puis là, ça coupe. Me mettre des trucs de Subway Surfer puis Minecraft. Là, le monde va suivre. Là. Oui, c'est ça qui marche sur TikTok. Exact. Oui, merci d'avoir écouté notre premier épisode Alt F4. Exact. Antoine, c'est un pitch. Je ne sais plus comment je vais t'appeler. Ça risque d'être des erreurs c'est constamment. Correct. C'est nos... Je vais pouvoir dire mon vrai nom à tout le monde. C'est nos actual noms. Exact. Oui, c'est ça. Personne ne le sait. Mais c'est un grand reveal. Mais fait un plaisir avec pitch. Puis on se reparlera pour un autre balado. Ben oui, stay tuned. Et puis, si jamais on sort ça, je sais pas comment ça va se passer. Là, on va éventuellement monter tout ça, le sortir, et puis en enregistrer un autre imminemment, puis tout ça. Puis quand on est rejoignable, rejoignez-nous, posez-nous des questions et parlez-nous, ça va nous faire grand plaisir de vous lire. On adore les commentaires. Exactement. Dites-nous tout ce que vous voulez ou presque. Non, pas tout, non. Je veux pas savoir plein de choses. On va filtrer. OK, all right, mais merci beaucoup. Puis à une prochaine. À une prochaine. Et restez tout en musique de jeux vidéo. Restez super. Oui. Yes.